C'est vrai qu'il y a une certaine évidence à saluer, à célébrer Alain Jean-Marie quand on est réunis autour de la pensée d'Édouard Glissant, au nom d'Édouard Glissant. Alors, non seulement parce qu'on sait qu'Édouard Glissant aimait Alain Jean-Marie, aimait sa musique, mais aussi parce que ce poète-là, ce musicien-là, suivait le même but, avait au fond la même voix, la même pensée. Parce que ce que joue Alain Jean-Marie, c'est évidemment du jazz, c'est de la musique antillaise, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est aussi beaucoup plus que l'addition d'une musique et d'une autre encore. Alain Jean-Marie est né en Guadeloupe en 1945. Naître en Guadeloupe, ce n'est pas seulement naître dans le creuset des musiques antillaises, la biguine, la mazurka, la valse créole, c'est naître au cœur d'une histoire, au cœur d'un carrefour, c'est naître en familiarité avec le jazz, avec les musiques latines, avec les musiques des Antilles anglaises, avec la chanson française, avec l'opéra, avec toutes les musiques du monde qui, d'une manière ou d'une autre, par une voie ou une autre, finissent par parvenir aux Antilles. Et Alain Jean-Marie a commencé sa vie parce que les musicologues appellent la musique routinière. Un musicien routinier, un musicien de bal. Un musicien de bal, c'est un musicien qui se soumet à une dictature, qui est la dictature du plaisir, qui est la dictature de la danse, qui est la dictature des gens qui sont dans la salle, qui est la dictature de l'émotion immédiate, primale, extrêmement simple. Et puis Alain Jean-Marie est devenu un musicien savant. Au début des années 70, il est rentré en jazz. On entre en religion, on entre en jazz. Dire tout le panthéon américain avec lequel vous avez travaillé, avec Max Roach, avec Didi Bridgewater, avec Sonny Stitt, etc., mais aussi avec des Nils Henning Østberg Petersen, avec Aldo Romano, avec Caratini, et évidemment avec Marie-Jo, mais aussi avec l'aristocratie du jazz européen, et sans jamais oublier ni les Antilles, ni l'ouverture extrême qu'il y a toujours eu dans votre piano. Et cette singularité des pianistes antillais de jazz, cette singularité des Antillais dans le jazz, cette même singularité qu'on voit chez un Sonny Rollins par exemple, et aussi une façon de se nourrir en permanence du mélange, de la rencontre, de la relation et de l'audace. Évidemment, là tout à l'heure, dans les images, on voyait Morena Fattorini, votre compagne, votre compagne artistique, avec qui vous avez fait un disque époustouflant, parfois mal compris par la critique, car justement assez fascinant par cette rencontre du jazz, de ce jazz-là, de votre jazz, et de l'héritage lyrique européen, de la voix d'opéra, de la musique baroque, et cette rencontre-là qui est une sorte de démonstration folle de ce qu'est votre musique, une musique du tout-monde, une musique de la relation. Votre musique, ce n'est pas un répertoire, c'est un mouvement, et effectivement, on reconnaît là la pensée, l'écriture, l'héritage de Glissant. Alors, la musique, c'est aussi un humain, et cet homme-là, c'est Marie-Jo qui nous en parle, car vous êtes, pour nous journalistes, pour cette communauté des amoureux de la musique antillaise et du jazz, non seulement un musicien qu'on aime, mais un humain fascinant. Marie-Jo. De parler de alors je vais regarder mes notes parce que il faut pas qu'on parte dans des ça peut être une émotion assez forte. Je peux vous dire deux mots sur sa timidité proverbiale, sur sa discrétion, puis la façon, je dirais, un peu crabe avec laquelle il aborde les caméras et puis les micros. C'est un cauchemar pour les journalistes, je vous assure, c'est terrible. Mais comme si la musique, elle toute seule, dira toujours beaucoup plus de choses que ces mots à lui ne peuvent raconter. C'est aussi ça.
Alain, alors, excuse-moi de bousculer ta pudeur, mais tu es un funambule, en équilibre tout le temps entre ton incroyable douceur et puis la violence et l'impétuosité de ta musique, de ta création. Alors, nous pensons tous que tu fais bouger nos émotions au fond de nous, parce que tu vas plus loin que la mémoire, et puis en même temps, tu nous convoques à un présent impérieux. D'autant que le piano, c'est un instrument terriblement exigeant, parce qu'il a tendance à vouloir dominer ceux qui l'utilisent. Alain ne s'est jamais laissé dominer par le piano, il se laisse emporter. Il n'y a pas de logorée musicale dans son phrasé, il n'y a pas des milliards et des milliards de notes, vous savez, le truc qui vous complexe et puis qui vous renvoie à votre ignorance. Il n'y a pas ça, il y a quelque chose, un truc qui fait toujours sens avec nos cœurs, avec nos ventres, avec nos têtes. Une sobriété qui va chercher nos rires, nos larmes, notre colère au plus secret de nous, parce que finalement le bougre, eh bien, il est sorcier. Alors c'est vrai, il est sorcier, c'est un sorcier de la musique et il nous entraîne dans sa magie. Je vais demander à Sylvie de venir pour vraiment faire l'acte solennel de remise de ce prix. Il faut qu'on soit au moins 3, 4 pour te remettre ce prix. C'est vrai. Donc, l'honneur et le plaisir de remettre ensemble le prix Carbet à Alain Jean-Marie. C'est une œuvre. C'est un grand plasticien de la Caraïbe. d'Alain parce qu'il faudra qu'il parle avant de jouer. Comme mes prédécesseurs, je n'avais pas prévu de parler. Je ne m'attendais pas à cet hommage. Je voulais dire, avant de dire les deux mots que je connais le mieux, qui sont merci et beaucoup, je voulais dire, pour reprendre la parole de Marie-Josée Ali, que je me nourris du passé pour repousser les limites du présent. Et dans ma musique, il n'y a pas de fin. Le jazz, c'est une musique de l'instant, et c'est une musique qui ouvre sur le monde, qui va au plus profond, qui prend sa source au plus profond de nous-mêmes, et qui prend sa source dans les racines les plus profondes pour aller le plus loin possible dans l'arbre de la vie, du partage et de la beauté. Je profite de la présence de cet instrument qui m'a inspiré autant que John Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker, Jimi Hendrix, pour appeler Gérard Pommer, puisque l'instrument est là, autant qu'il parle aussi avec moi. Dont le titre ne dit pas ce qu'il est, puisque le titre c'est Morena's Rêverie. La rêverie de Morena.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et c'est la première fois que je vais faire un petit son avec lui. Donc, moi-même, je me suis très content. C'est Dominique Guadeloupe, et c'est la première fois, grâce à Edouard, nous sommes beaucoup par là, page même. Merci en pile. Nous allons passer à la dernière partie de cette manifestation, qui est la cérémonie de remise du prix Carbet de la Caraïbe. Et je vais donc demander à Patrick Chamoiseau, et puis lui-même demandera au jury de le rejoindre pour que ce prix et ce lauréat soient connus de tous, enfin de tous. Merci. Voilà, donc c'est le moment clé de la soirée. Donc nous connaîtrons le lauréat
Je voulais aussi dire à Jean-Marie toute mon admiration. Et je considère, un peu comme les Japonais le font, que nous avons un trésor national guadeloupéen vivant. Et comme nous avons créé avec la Guadeloupe un espace commun, je dirais que c'est aussi un trésor national martiniquais vivant. Alors, pour la remise du prix Carvé, je vais appeler à mes côtés les membres du jury. Un certain nombre de membres n'ont pas pu se déplacer pour des raisons diverses. Donc, on a Nancy Morrigan de Cuba qui n'a pas pu venir. On a Diva Barbaro d'Armato du Brésil qui n'a pas pu être là. On a Lise Gauvin qui est du Canada qui n'a pas pu être là. On a Evelyne Trouillot de Haïti qui n'a pas pu être là. Ernest Pépin de Guadeloupe n'a pas pu être là. Rodolphe Alexandre qui est bien sûr qui a de telles charges n'a pas pu être parmi nous. Nous avons bien sûr travaillé par mail et par tous les dispositifs de communication pour établir nos discussions et décider du lauréat. Donc je vais appeler ceux qui sont là. D'abord M. Michael Dash de Trinidad. M. Miguel Duplan de la Guyane. M. Romuald Fonkua du Cameroun. Mme Samia Kassab Sharfi de Tunisie. Voilà, et je vais, donc, et voilà tous ceux qui, depuis tant d'années, nous aident à déterminer et à accompagner cette distinction. Donc, je vais demander à Michael Dash de nous lire la première mention du jury. Merci Patrick. Sensible à l'atmosphère générale de cette œuvre qui explore le quotidien de la mère du narrateur, rendue malade par le déracinement et l'ostracisme, et qui s'agrippe à ses cauchemars d'enfant, seule capable de la ramener au fantôme de son pays natal, Trinidad, le jury du prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde, réuni ce jour à Paris, en sa 23e édition, décerne une mention spéciale à David Chariandi pour son roman Soukunian. La traduction faite par Christine Raguet rend compte de cette folie avec lucidité et tendresse, dans une langue simple, puissante, concrète, poétique, parsemée dans la bouche de la mère par des mots créoles qui se fondent avec naturel et beauté à la texture de l'ensemble, créant émotion, relation, bref, recréant un autre tout monde. Merci. Nous allons désigner le lauréat du prix Carbet 2012 par Samia Kassab Sharfi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord dire tout le plaisir que j'ai à être ici, vous souhaiter la bienvenue au nom des membres du jury et dire un grand merci à Sylvie Glissant pour toute l'énergie déployée, pour la générosité de l'accueil, avec toute l'équipe, en particulier Marie-Christine, que j'adore. Et merci, vraiment un grand merci pour le souci constant pour que cette charge si agréable et si bienfaisante de lire et de décider finalement d'un lauréat ou d'une lauréate puisse être accomplie dans les meilleures conditions possibles. Alors merci.
l'œuvre que le jury du prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde a décidé d'honorer cette année se situe dans la lignée de ces créations tendant vers un désir puissant, celui de redonner une juste place à des pays que l'on oublie souvent dans le concert disharmonieux du monde. Pays des limbes, pays des marges, mais pays qui n'en sont pas moins, de par leur très précieuse résonance humaine, le cœur vivant, le cœur battant. Notre choix témoigne d'une fidélité à l'esprit de celui qui fut, durant de longues années, le président de ce jury, M. Édouard Glissant. Mais il constitue aussi le signe d'un hommage rendu à un exemple de résistance, d'endurance, de lucidité, le don d'une joie et d'une douleur de vivre portés à leur plus vive incandescence. Ce roman trace une histoire personnelle, entrelacée dans la dense épaisseur de cette nouvelle histoire qui aujourd'hui relève de la rencontre et des oppositions de toutes les histoires et les récits du monde. Cette œuvre nous vient de Cuba. Cuba, une fois encore. Cuba, le pays de José Martí, d'Alejo Carpentier, de Nancy Morejón, de Leonardo Padura et de tant d'autres encore. Cuba de toutes les endurances, décentré des grands courants du monde, des tempêtes et tumultes de la mondialisation. Cuba, qui dans ce roman devient la matrice paradoxale d'une invention déterminante, celle du télégraphe et du téléphone dans un pays qui aujourd'hui traverse sa propre modernité, souvent un pointillé de coupures irrégulières, celle de l'électricité et celle du téléphone. Cuba donc de tous les paradoxes. Dans l'archipel du monde, cette île semble isolée, mais voilà, l'œuvre d'art, l'émergence artistique montre l'infini des liens qui la relient, comme des fils insécables, comme des fils nourrissants, à ce même monde qui l'ostracise. Dès lors, considérant que dans une langue simple, un discours partageable, une écriture très vive, la romancière a su remonter le fil de ses histoires pour explorer les particularités de la posture cubaine, le vécu de ces êtres étonnants demeurés dans leur île, comme au cœur d'un destin. Considérant qu'elle a mobilisé un talent très singulier où l'émotion et le lyrisme sont tenus par une immense pudeur, mais affleurent discrètement dans la saisie de ces vies singulières, dans la narration des existences ambiguës ou complexes, et dans la peine dite misère des illusions longtemps conservées. Considérant que la romancière a excellé dans l'art d'exaucer son pays aux lumières pleines de la reconnaissance, dans un moment du monde où les consciences des centres, leurs orgueilleux aveuglements, n'ont, paradoxalement, jamais été aussi exacerbés, considérant qu'elle a su de bout en bout tenir en haleine, étonner et surprendre dans les dédales des relations, des vécus intimes, des quartiers de la ville et des temps inaccordés des histoires qui se mêlent, considérant qu'à chaque borne, chaque tournant, l'ardente formule de la débrouille cubaine, dressée contre les modèles économiques les plus tyranniques, se montre joyeuse, très vive et toujours triomphante, considérant que la romancière nous a fait pénétrer le corps puissant de l'esprit, de l'intelligence des hommes et des femmes de Cuba, inventeurs, médecins, découvreurs, artistes, poètes et créateurs, qui tous renouvellent la matière poétique de l'existence elle-même, nous l'imposant comme une grâce, une vertu cardinale qui, dessous les mises en quarantaine, dessous les embargos, innerve l'âme cubaine jusqu'à en faire une source de jouvence et d'espoir face au vieux continent. Ainsi, le jury, à l'unanimité, décerne le prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde de l'année 2012 à Madame Carla Suarez pour son roman La Havane, année zéro.
mieux, avant de poursuivre, c'est d'entendre la langue très particulière de Carla, et pour cela, je vais appeler la comédienne Isabelle Frulleux, qui va nous lire quelques extraits de ce magnifique roman. Isabelle Frulleux. C'était en 1993, année 0 à Cuba. L'année des coupures d'électricité interminables, quand la Havane s'est remplie de vélos et que les garde-manger étaient vides. Il n'y avait plus rien. Pas de transport, pas de viande, pas d'espoir. J'avais 30 ans et des problèmes à la pelle. Et c'est pour ça que je me suis laissée embriguer dans cette histoire. Je ne savais encore rien de l'affaire jusqu'à ce que j'en devienne insensiblement partie prenante. C'était inévitable. Diplômée en mathématiques, je dois à ma formation méthode et raisonnement logique. Je sais qu'il y a des phénomènes qui ne peuvent se produire que lorsque certains facteurs sont réunis et, cette année-là, nous étions tellement dans la mouise que nous avons convergé vers un point unique. Nous étions les variables d'une même équation. Pour moi, tout a commencé chez un ami que j'appellerais, disons, Euclide. Voilà. Je préfère cacher les véritables noms des personnes impliquées pour ne pas heurter les sensibilités. C'est d'accord ? Euclide est donc la première variable de cette maudite équation. Ce soir-là, nous sommes allés chez lui et sa mère nous a accueillis en annonçant que la pompe était de nouveau en panne et qu'il fallait se servir de seau pour remplir les réservoirs. Mon ami a fait la grimace et j'ai proposé mon aide. Nous en étions là lorsqu'il m'est revenu en mémoire la conversation à laquelle j'avais assisté pendant un repas quelques jours avant et je lui ai demandé s'il avait entendu parler d'un certain Meucci. Euclide a posé son seau par terre et m'a regardé en me demandant « Antonio Meucci ?» Il m'a prise par le bras pour me conduire dans sa chambre où, comme chaque fois qu'il ne voulait pas être entendu, il a branché la radio sur CMBF, la station de musique classique. Alors, il m'a demandé de lui raconter. Je lui ai dit le peu que je savais et j'ai ajouté que l'écrivain était en train d'écrire un livre sur Meucci. L'écrivain, quel écrivain il a fait? L'air renfrogné. Ce qui m'a agacé, pourquoi toutes ces questions? Euclide s'est levé, il a pris un dossier et s'est assis sur le lit près de moi en disant « Il y a des années que je m'intéresse à cette histoire. » Alors, il m'a expliqué. J'ai donc appris qu'Antonio Meucci était un Italien du XIXe siècle, originaire de Florence et qui était venu à la Havane en 1835. Meucci était un scientifique, un inventeur passionné et, entre autres choses, il s'était consacré au début de sa carrière à l'étude des phénomènes électriques et du galvanisme, comme on disait alors, et à leurs applications dans différents champs, surtout celui de la médecine. Il avait pour cela mis au point quelques inventions et c'est au cours d'une expérience d'électrothérapie qu'il a réussi, a-t-il affirmé, à entendre la voix d'une autre personne provenant de l'appareil qu'il avait créé. C'est ça le téléphone, non ? Avec son invention baptisée télégraphe parlant, il est parti à New York où il a continué à perfectionner son appareil. Quelque temps après, il a réussi à déposer une sorte de brevet d'invention provisoire qui devait être renouvelé tous les ans. Mais Meucci n'avait pas d'argent, il était fauché. Les années ont passé et, un beau jour de 1876, Graham Bell a déposé son brevet de téléphone. Et lui avait de l'argent. Bell a fini par passer dans les livres d'histoire pour le grand inventeur et Meucci est mort pauvre et oublié. Sauf dans son pays natal où il a toujours été reconnu. Je n'en revenais pas. C'est incroyable, non ? Le téléphone avait été inventé dans cette ville où il ne fonctionnait presque jamais. C'est comme si on avait inventé ici la lumière électrique, l'antenne parabolique ou Internet.
ironie de la science et des circonstances. Une mauvaise blague. Comme pour Meucci, qui plus d'un siècle après sa mort était encore oublié car personne n'avait réussi à démontrer l'antériorité de son invention par rapport à celle de Bell. Terrible injustice historique. J'ai alors appris la suite. Euclide s'est levé, a fait quelques pas et m'a regardé. Une injustice, oui, mais réparable. Je n'ai pas compris sa réponse. Alors il s'est rassis, a pris mes mains dans les siennes et, baissant le ton de sa voix, il a dit « Ce qui ne peut être démontré n'existe pas, mon ami. Mais la preuve de l'antériorité de l'invention de Meucci existe. Et je le sais parce que je l'ai vu. » J'ai dû faire une drôle de tête, mais je suis restée silencieuse. Je pense qu'il s'attendait à une autre réaction, un sursaut, un cri, je ne sais pas. Mais moi, j'étais juste curieuse. Alors j'ai dit « La preuve ?» Il y a quelque temps, a-t-il expliqué, il avait fait la connaissance d'une femme merveilleuse dont la famille avait été autrefois prospère, raison pour laquelle elle conservait ces objets que les ignorants auraient pu considérer comme des vieilleries. Outre ces objets, dont beaucoup étaient de véritables reliques, cette femme possédait de vieux papiers, d'anciens certificats de naissance et des titres de propriété qui auraient pu faire saliver n'importe quel historien ou collectionneur. Et parmi cette liasse d'archives, Euclide avait découvert un jour un document original écrit de la propre main d'Antonio Meucci. Vous avez déjà vu un hologramme? Ces images tridimensionnelles qu'on enregistre au moyen d'un laser. Quand j'étais la maîtresse d'un professeur de physique, nous nous cachions dans son laboratoire et une fois, il m'a montré un hologramme. Il y avait une photo éclairée par un rayon et devant nous, l'image se dressait en 3 dimensions, comme n'importe quel corps physique qui occupe un espace. C'était si beau que je n'ai pas résisté à la tentation de m'approcher pour toucher l'image. Mais ma main a traversé ce corps projeté que je n'ai pas pu saisir puisqu'il n'existait pas. Je l'avais devant les yeux, mais il n'existait pas. Je me suis souvent sentie ainsi à La Havane cette année-là, comme un hologramme, une projection de moi-même. Et il m'est même arrivé de craindre que quelqu'un passe sa main sur mon corps pour découvrir qu'il n'existait pas. Mais le jour où j'ai appris l'histoire de Meucci, c'est les autres qui sont devenus des hologrammes. Ceux qui marchaient avec moi dans la rue. Vous comprenez? Je connaissais une histoire qui allait intéresser le monde scientifique, des gens d'ailleurs, et cela me rendait ma consistance et, d'une certaine façon, mon importance. Pour remettre le trophée, je vais appeler notre invité d'honneur, M. Alain Jean-Marie, s'il veut bien venir. C'est une œuvre qui a été réalisée par Victor Anisset, qui est un de nos plus grands céramistes et qui nous fait l'amitié à chaque fois de nous préparer un trophée. Donc Alain, je te laisse le soin d'honorer notre lauréat.
Buenas noches. Je vais calmer un peu. Voilà, j'ai écrit un petit texte parce que j'imaginais que ça a été très difficile pour moi de parler, et en plus en français. Donc voilà, c'est plus facile. Il était une fois un rêve. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très honorée de recevoir le prix Calvaire de la Caraïbe et de tout le monde. Je pourrais sans doute vous dire que ma difficulté à m'exprimer vient de la langue. Le français n'est pas ma langue maternelle. Mais ce n'est pas exactement vrai. La vérité, c'est que je suis trop émue. Depuis que j'ai appris cette nouvelle, je suis dans un état de rêve. Je me sens comme un personnage de roman. Et je vis à côté de ces personnages les événements qui sont en train de se passer. Et je ne vais pas fermer ces livres. C'est grâce à la littérature que j'ai vécu les meilleures choses de ma vie. J'ai grandi dans une maison pleine de livres. Toutes les histoires du monde étaient dans ces pages. Toutes les géographies, les idées, les aventures. C'est grâce aux livres que j'ai commencé à voyager. Et un jour, sans sortir de ma chambre, j'ai pris un bateau et je suis partie à la découverte de la Caraïbe. En prenant la main des carpentiers et des nécessaires, je voyageais d'île en île, d'un côté à l'autre. J'ai connu des gens, je suis tombée amoureuse, j'ai dansé sur des rythmes différents, j'ai dit au revoir et à bientôt, et je suis repartie. Quelques années plus tard, j'ai commencé à publier des livres, et c'est encore une fois grâce à la littérature que j'ai pu voyager et connaître quelques endroits de la Caraïbe. Mais cette fois dans le monde physique, pas seulement dans l'imaginaire de mes lectures. Et je me suis retrouvée chez moi dans tous les lieux que je visitais. Alors j'ai compris. Pour paraphraser la célèbre phrase latine, que je suis de la Caraïbe et rien de ce qui est de la Caraïbe m'est étranger. Aujourd'hui, mon roman La Havane en Zéro vient de recevoir le prix Calvaire de la Caraïbe et tout le monde. Pour moi, c'est un grand honneur d'être en compagnie de tous les écrivains qui ont gagné ce prix avant moi, des écrivains que j'admire énormément. Et je suis ravie de voir mon travail reconnu par un jury aussi prestigieux. Mais ceci signifiait pour moi d'autres choses aussi. La Havane en Zéro est un roman qui parle de ma ville, de ces gens, qui parle de l'année 1993, une année très difficile et dure pour la plupart d'entre nous, les Cubains qui habitions à l'époque dans l'île. Recevoir ce prix, c'est offrir un univers plus large à mes histoires. C'est faire sortir la Havane des pages du livre et la transporter un peu partout, pour que ma ville et ses gens arrivent chez les autres, de la même façon que le monde est arrivé à mes yeux à travers la littérature. Il y a 14 ans que je n'habite plus à Cuba, mais même si je rentre de temps en temps, j'ai besoin d'y retourner aussi dans mes livres, pour essayer de comprendre mon île, pour parler sa langue, pour l'adorer ou la critiquer. Et surtout pour rester près des miens, des gens de ma terre, et de ne rien oublier, parce que je ne vais rien oublier. L'écriture a été toujours un exercice de la mémoire, et elle est aussi la meilleure façon que je connaisse pour arriver dans tous les coins du monde, pour partager entre tous nos différences et pour nous comprendre. C'est pour tout cela qu'aujourd'hui j'ai la sensation d'être en train de vivre dans un rêve. Mon livre appartient à tous les lecteurs, comme tous les livres que j'ai lus m'appartiennent. Je suis heureuse. Mais s'il s'agit d'un rêve, j'espère de me lever très tard. Et avant de le faire, je vais penser au grand Édouard Glissant et remercier de tout mon cœur les jurys, les institutions, ma maison d'édition, mon traducteur et tous ceux qui ont rendu possible ce prix. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être avec vous et de nous permettre à tous d'être plus proches de la littérature de la Caraïbe et du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La cérémonie se termine de cette manière-là. Merci à tous. Le prochain prix Carvet de la Caraïbe, c'est à la Martinique. Rendez-vous tous donc en Martinique l'année prochaine. Merci à chacun ici présent. Merci aux institutions. Merci au théâtre. Merci à Édouard Glissant surtout. Et merci au jury du prix Carvet. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.